Salut tout le monde, c'est CRISPR-C9, la chaîne de vulgarisation scientifique sur YouTube. Alors je tiens à vous remercier dans un premier temps pour tout le soutien que vous m'apportez. C'est énorme, on a bientôt dépassé les 100 abonnés sur la chaîne YouTube. Peut-être qu'au moment où je vais poster la vidéo, les 100 abonnés seront d'ailleurs dépassés. Je tiens à vous remercier pour tout ça. On lâche rien, on continue à s'abonner, activer la cloche de notification, lâcher des pouces bleus. C'est ça qui m'aide le plus. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu moins science fondamentale, un sujet un peu plus société. On va parler de la place des femmes dans la science. Les femmes sont les régentes. Dans l'histoire de France, ça a toujours été comme ça. Oui, mais il faut le partager. partager. Elles n'expriment pas le pouvoir. Elles n'incarnent pas le pouvoir. C'est comme ça. Je vous dis, le pouvoir s'évapore dès qu'elles arrivent. Historiquement, la société est dominée par le patriarcat. Et ça, c'est vrai pour plusieurs domaines. Il y a juste à prendre les salaires, par exemple. On voit bien que pour le même poste et le même travail fourni, il y a une différence entre le salaire d'un homme et le salaire d'une femme. Alors, est-ce que c'est le cas en sciences? Bien évidemment que oui, et je vais vous le montrer dans cette vidéo. Mais avant ça, on va essayer de remettre les pendules à l'heure, de remettre les scores à zéro. Je vais vous parler de 3 femmes, 3 scientifiques, sans lesquelles la science n'aurait même pas été la même à l'heure d'aujourd'hui. La première femme dont on va parler est tout bonnement un génie. Alors elle, c'est simple, ce qu'elle a fait, la plupart des hommes ne l'ont pas fait. La plupart des plus grands scientifiques ne l'ont pas fait. C'est Maria Sklodowska. Elle est née le 7 novembre 1867 à Varsovie en Pologne. Non seulement elle naît dans une famille modeste, mais en plus de ça, c'est une femme qui veut faire des études scientifiques. Autant vous dire qu'au 19e siècle, c'était très mal vu et quasiment impossible. C'est dans ce contexte qu'elle quitte la Pologne pour la France à l'âge de 24 ans. Ensuite, elle décide d'étudier les mathématiques, donc elle rentre à l'université et elle réussit à décrocher sa licence en mathématiques dans un premier temps. Les premières années, par ici s'il vous plaît. Allons, venez, soyez pas timide. Après ça, elle s'intéresse au magnétisme. C'est dans ce cadre-là qu'elle va rencontrer l'un des experts mondiaux à l'époque dans ce domaine, Pierre Curie, avec qui elle va avoir quelques atomes crochus. C'est comment ton petit nom? Et se marier quelques années plus tard. On va ensuite franciser son prénom et on la connaîtra à partir de là sous le prénom de Marie Curie. En 1897, elle décide d'axer ses recherches sur un tout nouveau domaine découvert par un autre grand scientifique de l'époque, Henri Becquerel. Et elle va nommer ce nouveau phénomène la radioactivité. Ah ouais, donc c'est elle qui a inventé le nom de radioactivité. En 1898, Marie et Pierre Curie annoncent la découverte de 2 nouvelles espèces radioactives, le radium et le polonium, qui vont être alors utilisés plus tard dans l'industrie. Il reçoit pour ça le prix Nobel de physique en 1903. C'est historique. Historique pourquoi? Parce que Marie Curie est la première femme à recevoir un prix Nobel. Ça va être genre historique! Genre historique! Alors jusque-là, et même si elle a décroché un prix Nobel, certains scientifiques, la plupart des scientifiques d'ailleurs, continuaient de douter de sa légitimité. Pourquoi? Parce que c'était une femme en fait. Et elle a probablement été portée jusque-là à l'aide de son mari grâce à la réputation de Pierre Curie. Mais ce qui se passe, c'est que 3 ans plus tard, en 1906, Pierre Curie meurt d'un accident. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Marie Curie décide de le remplacer en tant que professeur à la Sorbonne de Paris. Elle devient la première femme à devenir professeure à la Sorbonne. Du coup, à ce niveau-là, Maria a déjà réussi 2 tours de force. Elle est la première femme à avoir obtenu un Nobel et elle est la première femme à avoir enseigné à la Sorbonne. Mais elle ne va pas s'arrêter là, elle est beaucoup plus ambitieuse que ça. En 1910, elle va postuler, elle envisage en tout cas de poster sa candidature à l'Académie des sciences. C'est l'institution scientifique la plus élevée. Et là, commencent les problèmes. Effectivement, il y a un débat au sein de l'Académie des sciences. Alors là, tenez-vous bien parce que c'est un truc de fou. Sur la recevabilité des femmes au sein de l'Académie. Elle est forte celle-là! Le président de l'Académie des sciences, le Big Boss, le premier, il a déclaré en 1911, le 23 janvier, « Laissez entrer tout le monde, excepté les dames ». Il serait pas un peu macho, lui? Donc là, on assiste publiquement à l'inégalité entre les hommes et les femmes. Et ceci, de la part du directeur de l'Académie des sciences. Et en plus, c'est complètement gratuit. Marie Curie, Maria, elle a non seulement un prix Nobel, elle est professeure à la Sorbonne et elle est ultra brillante. C'est pas le cas de 90% des hommes qui sont à l'Académie des sciences. Elle a donc largement sa place au sein de cette institution. On la lui refuse parce que c'est une femme. Quoi qu'il en soit, elle s'en fiche.
En 1911, elle reçoit un deuxième prix Nobel. Dans un domaine différent que le premier, un prix Nobel de chimie, pour ses travaux toujours sur le radium et le polonium. Alors ça, je sais pas si vous vous rendez compte, je suis sûr que vous en rendez pas compte d'ailleurs, c'est un truc de malade. Premièrement, il y a seulement 4 doubles prix Nobel dans le monde, à l'histoire des prix Nobel. Donc historiquement, il n'y a que 4 doubles prix Nobel. Ensuite, elle est la seule personne, homme, femme confondus, à avoir 2 prix Nobel dans 2 domaines différents. Elle est Nobel de physique et Nobel de chimie. Et bien évidemment, c'est la seule femme à avoir un double prix Nobel. C'est un truc de malade. On pourrait se dire que scientifiquement, Marie Curie est une craque. Ça, c'est indéniable. Mais qu'humainement, peut-être elle était exécrable. Ben Marina passe et tu t'écartes, Marina domine et tu t'inclines. Mais non, même pas. Parce que quelques années plus tard, il y a la Première Guerre mondiale qui se déclare. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle va œuvrer, elle va combattre pour démocratiser les techniques de radiographie et les emmener sur le front pour aider les chirurgiens. Elle est aidée par sa fille Irène, qui à l'époque a 18 ans seulement. Elle va d'ailleurs décrocher un prix Nobel quelques années plus tard. Faut croire que cette famille. Après la Première Guerre mondiale, elle devient une figure médiatique pour la lutte contre les inégalités faites aux femmes, notamment en sciences. Il était temps, mais les gens commencent à se rendre compte qu'il y a des inégalités hommes-femmes, très fortes. Marie Curie, vous le savez très bien, travaillait sur des éléments radioactifs. À l'époque, on ignorait totalement les dangers de ces éléments-là. Elle a travaillé pendant 10 ans sur la radioactivité sans se protéger. Elle est ainsi décédée d'une leucémie le 4 juillet 1934. Elle est inhumée à Sceaux, dans le caveau familial. C'est un petit village de France. Après ça, ses restes vont être déplacés quelques années plus tard avec ceux de son mari au Panthéon. C'est la seule femme jusqu'à aujourd'hui à être enterrée au Panthéon pour son mérite propre. Donc là, j'ai pris un peu de temps sur Marie Curie parce qu'il faut bien se rendre compte que c'est un truc de malade. Ses recherches, ses prix Nobel, tout ce qu'elle a fait pour la science. Elle a fait avancer la science à pas de géant. Et c'est une femme et elle a subi toutes ces ségrégations-là pendant toute sa vie. Maintenant, on va parler beaucoup plus rapidement de 2 autres femmes. La première, c'est Rosalind Franklin. Rosalind Franklin, c'est une docteure en physique-chimie et elle s'est fait arnaquer de A à Z. Elle s'est fait tout simplement voler sa découverte. Au voleur, à l'assassin, au meurtrier, justice, juste au ciel. Je suis perdu, je suis assassiné. Rosalind Franklin effectue à l'époque des recherches sur la diffraction des rayons X, ce qui lui permet de photographier des éléments chimiques microscopiques. Ça lui permet notamment de prendre le fameux cliché 51 de l'ADN. Ce cliché, c'est quoi? Il est très connu dans le monde de la science. C'est le cliché qui a permis de mettre en lumière la structure en double hélice d'ADN et de réfuter toutes les modélisations de structures précédentes. C'est Rosalind Franklin qui a découvert que l'ADN était en fait une double hélice. Maurice Wilkins, le petit Momo, un collègue à Rosalind Franklin qui travaillait avec elle, décide de divulguer ses résultats. Le gars faisait de l'espionnage, il jouait double tableau. Il divulgue ses résultats à 2 autres chercheurs, Watson et Crick. Ces 2-là sont connus jusqu'à aujourd'hui, et vous allez comprendre pourquoi. Il décide de divulguer ses résultats, qui ne sont pas les leurs, en 1953 dans un très prestigieux journal scientifique qui s'appelle Nature. Watson et Crick s'approprient donc ces résultats. Ils publient ces résultats, ils reçoivent les éloges des scientifiques. Devinez quoi? Ils n'ont pas cité une seule fois Rosalind Franklin. Et cerise sur le gâteau, en 1962, pour des recherches qu'ils n'ont même pas effectuées eux-mêmes, ils reçoivent le prix Nobel. C'est honteux. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais l'amalgame est souvent fait par les professeurs à la fac et par les gens en sciences en général. Quand on demande qui a découvert la structure de l'ADN, on dit c'est Watson et Crick. Watson et Crick, ils ont publié les résultats, ils ont eu un prix Nobel pour ceux qui n'ont jamais recherché. Shipper, arrête de shipper. Shipper, arrête de shipper. Shipper, arrête de shipper. Oh mince. Ils faisaient des recherches dans ce domaine-là, mais la découvreuse, c'est Rosalind Franklin. Et j'aimerais bien mettre un point d'orgue là-dessus à tous mes amis scientifiques. La personne qui a découvert la structure en double hélice de l'ADN, c'est Rosalind Franklin. On passe à la 3e femme du jour, Katherine Johnson. Katherine Johnson, si tu veux, c'est une femme qui a reçu une double peine dans la vie. Je dis une double peine, mais on lui a infligé une double peine en fait vis-à-vis de la société. Pourquoi? Parce que non seulement c'est une femme qui est née au XXe siècle, mais en plus de ça, elle est née noire en Amérique. À l'époque où le racisme anti-noir était archi présent là-bas.
Katherine Johnson est née le 26 août 1918. Elle développe très rapidement et très jeune des facilités de fou furieux pour les mathématiques. Des vraies facilités, hein. C'est juste une craque. 3, 2, 1. Je mets les gaz. Le problème, c'est qu'à l'époque, dans la ville où elle habitait, dans le village où elle habitait, il n'y avait pas de lycée qui était réservé aux Afro-Américains. C'est-à-dire, tout simplement, qu'à l'époque, en fait, il y avait une ségrégation qui était faite entre les Noirs et les Blancs. Vis-à-vis des Noirs, bien évidemment, les Blancs pouvaient aller à l'école dans des écoles de Blancs, mais les Noirs devaient aller à l'école dans des écoles de Noirs. C'était du racisme. Together, we will make America great again. La famille décide de faire le sacrifice de déménager pour permettre à Katherine de quand même rentrer dans un lycée réservé aux Afro-Américains. Et devinez quoi? Elle est rentrée au lycée à l'âge de 10 ans. À l'âge où normalement, toi et moi, on est en CM1, CM2 si on n'est pas trop mauvais, elle vient d'entrer au lycée. Normal. Non seulement elle entre au lycée, mais en plus de ça, elle écrase tout le monde. 4 ans plus tard, elle décroche l'équivalent du baccalauréat en France. Elle va bien évidemment poursuivre ses études dans une université réservée une fois de plus aux Noirs. Elle entre à l'université en licence à 14 ans. J'y suis rentré 4 ans plus tard. Une fois qu'elle est à l'université, son game va totalement changer. Là, si tu veux, elle rentre dans la salle du temps. Elle va subir l'entraînement que Jiraiya a fait subir à Naruto. Ou alors, l'entraînement du mont Myoboku. C'est-à-dire qu'elle sort de l'université, elle est diplômée en français et en mathématiques. Elle reçoit la plus haute distinction universitaire possible. Et en plus de ça, j'ai oublié ce que je devais dire. Et en plus de ça, elle a 18 ans quand elle sort de l'université. C'est l'âge auquel moi j'y suis rentré. Après ça, elle va devenir enseignante à l'université. Et en 1953, après un repas de famille, elle décide de postuler à la NACA, l'ancêtre de la NASA, au sein de laquelle elle va changer totalement la manière de penser. Vous allez comprendre pourquoi. Au début, elle travaille dans un groupe réservé aux femmes noires. Mais elle va être temporairement, elle et son équipe, affectée à l'équipe de recherche masculine pour les aider au calcul de trajectoire de vol, dans laquelle elle va s'imposer. Elle s'impose grâce à 3 qualités majeures qui jusqu'à aujourd'hui sont notées sur le site de la NASA pour cette femme-là. Ses connaissances, sa capacité d'analyse particulière et son exceptionnelle fiabilité. C'est un ordinateur humain. Et malgré ces barrières de genre et de couleur, elle réussit à s'imposer dans les réunions qui sont alors uniquement masculines. C'est juste une craque. Et là, tenez-vous bien, c'est la consécration en 1969. Point commun avec les 2 autres scientifiques, elle fait un truc de ouf. Elle et son équipe permettent de calculer la trajectoire exacte d'Apollo 11. C'est la mission qui a permis à l'homme de marcher sur la Lune. Ça veut dire quoi? Ça veut juste dire que c'est en partie une femme noire qui a permis à un homme blanc de marcher pour la première fois sur la Lune. Et pourtant, je suis sûr que tu connais Neil Armstrong, mais que tu connaissais pas Katherine Johnson. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc ce que je voulais vraiment souligner dans cette vidéo, c'est que la société, notamment en sciences, était dominée par le patriarcat, mais que sur le plan intellectuel, la femme est le pareil égal de l'homme, bien évidemment. Et même parfois mieux. On le voit, ces 3 exemples. Je veux dire, Marie Curie, Rosalind Franklin et Katherine Johnson, c'est 3 génies qui n'ont pas d'égal. Il y a de plus en plus d'efforts qui sont faits dans ce sens-là, bien évidemment, parce qu'on vit à une époque dans laquelle on se rend bien compte. Je veux dire, il y a des gens intelligents qui se rendent compte que la femme est l'égale de l'homme, bien évidemment. Mais c'est pas toujours ça. Par exemple, il y a eu 53 femmes qui ont reçu un prix Nobel, et devinez quoi? 866 hommes. Ça montre bien la disproportion énorme. Et en plus de ça, quand on leur donne un prix Nobel, en général, les femmes les reçoivent dans des disciplines littéraires. Par exemple, depuis la création du prix Nobel une fois de plus, il n'y a eu que 17 femmes qui l'ont reçu dans un domaine scientifique. Et Marie Curie en a reçu 2, donc ça fait 15 autres uniquement. On pourrait bien sûr expliquer ça par une différence de proportion dans la recherche entre les hommes et les femmes. Mais c'est pas ce que me dit mon expérience personnelle. Effectivement, je suis passé par plusieurs laboratoires et j'ai plutôt l'impression que c'est équilibré. Par exemple, dans l'équipe de recherche dans laquelle je fais ma thèse à l'heure actuelle, on est 3 garçons, 3 filles. Et sur les 2 boss, il y a un garçon et une fille aussi. Coucou si vous regardez la vidéo d'ailleurs. Donc moi j'ai plus tendance à croire qu'il y a une invisibilisation de la contribution des femmes dans la recherche. Et ça c'est volontaire. Bien évidemment c'est un sujet sur lequel on pourrait parler pendant des heures. Il n'y a pas de débat à ça, on est tous égaux.
Quoi qu'il en soit, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner une fois de plus, lâcher un pouce bleu, activer la cloche des notifications et surtout me dire en commentaire si vous avez bien aimé ce format-là parce que des femmes scientifiques qui ont fait des trucs de fou, qui ont révolutionné la science, inventé des concepts, il y en a plein. Donc ça pourrait être éventuellement la première vidéo d'une série de vidéos. Quoi qu'il en soit, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.